Moi, personnellement, je pense que c'est que le début de l'histoire, hein. Parce que là, ils sont en train de développer, en fait, des tas de «nouveaux vaccins» entre guillemets, à ARN messager. On entend toujours dire: «Mais les ARN messagers, de toute façon, c'est dégradé tout de suite, donc ils vont être traduits en protéines spike et puis après ils vont disparaître, donc il y a pas de problème avec eux». En fait, c'est complètement faux. Libre à vous de consulter gratuitement la publication qui va suivre. Mais si personne ne s'abonne, si personne ne fait des dons, il n'y aura plus de publication. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons continuer. Nous sommes au Parlement européen, bon, ça ne se voit pas, mais nous y sommes. Covid long, effet indésirable du vaccin, les mécanismes biologiques et les traitements prometteurs. J'ai le plaisir d'être avec Jean-Marc Sabatier, que Bonjour, nous avions déjà... Bonjour Jean-Marc, nous avions déjà interviewé pour la 100e du CSI, hein, ça fait déjà ouais, c'est ça, un ouais. petit temps. Jean-Marc Sabatier, qui est docteur en biologie cellulaire et microbiologie, directeur de recherche au CNRS, et auteur notamment de Covid-19, le naufrage de la science, Covid-19, les articles censurés, de Jean-Marc Sabatier, et Covid long, le dernier, donc effet indésirable du vaccin, coécrit avec Estelle Fougère, journaliste scientifique. Bonjour Estelle. Bonjour, merci beaucoup pour Merci cette interview. d'accepter cette interview. Voilà, il y a énormément de livres qui ont été écrits sur le Covid, beaucoup de choses ont été dites, mais là on est quasiment 5 ans, presque 4-5 ans après le début de la crise, hein, celle que Macron appelait la guerre, ce qui est un non-sens d'ailleurs à l'époque, hein, de parler de guerre pour les Russes. Plus ou moins 3-4 ans après le début des vaccinations, et on en parlait avant, avec des effets catastrophiques des vaccins. Au début du livre, vous parlez d'impréparation, notamment de la France, par rapport à ça. D'autres disent au contraire que on dirait que presque tout a tellement bien fonctionné pour arriver à ce qu'il voulait arriver, sans tomber dans le complotisme, hein, puisque tout ce qui a été proposé, vous en parlez dans le livre, la supplémentation en vitamine D, l'azithromycine et d'autres choses, il y a énormément de documentation médicale, d'éléments, n'ont pas été faits. On n'a pas écouté ceux qui disaient de faire autrement. Comment vous voyez ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'impréparation? Et aussi, est-ce qu'on peut vraiment parler de crise sanitaire? Parce que d'autres, notamment des statisticiens et des épidémiologistes, disent si on avait fait ce qu'il fallait faire, tout ça serait passé comme une lettre à la poste et il n'y aura pas eu de Covid-19 et d'effets médiatiques comme on a vu. Jean-Marc, bon. Longue introduction. Alors, ça dépend comment on voit les choses. Effectivement, on pourrait parler d'état d'impréparation si on ne soupçonnait pas de mauvaises intentions derrière. Dans ce cas, ça serait logique de parler d'impréparation, puisqu'il manquait des masques, les soignants n'avaient même pas de blouse, ils faisaient des blouses avec des sacs poubelles, je rappelle ça. Mais si on voit les choses autrement, alors on pourrait parler effectivement d'une très bonne préparation pour nous faire peur. Et c'est vrai que je repense par exemple à ce qui se passait tous les soirs autour de 19h à la télévision, avec le directeur général de la santé qui venait égrener les morts, et puis cette domestication que nous avons eue en nous faisant applaudir aux fenêtres. Alors bien sûr, nous étions reconnaissants au départ aux soignants qui étaient en première ligne, mais quand on y réfléchit avec du recul, et c'est là que c'est intéressant, on peut avoir quelques doutes sur le fait d'avoir ce rituel tous les soirs, hein. Et puis après, on a vu que on nous a imposé des choses qui étaient complètement absurdes, puisqu'on nous a même dit de prendre des cafés assis et surtout pas debout. Donc, effectivement, état de préparation ou d'impréparation, on peut voir, ça peut être les deux, ça dépend. Oui, quand on pense qu'en plus c'est McKinsey, notamment en France, Voilà. en Belgique aussi, hein, qui était derrière, je veux dire, qui tirait les ficelles, notamment de la communication. On se dit que ça ne peut pas ne pas avoir été voulu d'une certaine manière, hein. Ouais. On en parlait encore, les effets, on dirait qu'aujourd'hui, là, l'hiver 2025, 24-25, là, on commence à vraiment sentir les effets secondaires gravissimes du vaccin. D'ailleurs, il y a un de vos préfaciers, un médecin qui en parle et qui dit, dans mes consultations, je veux dire, c'est catastrophique tout ce que je vois, il cite d'ailleurs
tout ce qu'ils voient en consultation, et c'est assez effrayant. On a vraiment ouvert la boîte de Pandore avec ces vaccins, et on ne sait pas ce que ça va créer. Déjà à court, moyen terme, c'est gravissime, mais on peut aussi penser, vous en parlez, Parkinson, Alzheimer, Oui, maladies immunodéficientes et toutes choses comme ça, cancer, turbocancer, VIH, je veux dire, un système immunitaire complètement mort. Oui. Oui, c'est en fait un SIDA, c'est un syndrome d'immunodéficience acquise, mais qui n'est pas rattaché au VIH. Hein. Le VIH, Ouais. c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Là, c'est le SARS-CoV-2, voire la protéine spike, hein, puisqu'en fait, les deux font la même chose. Le virus ou la protéine spike vaccinale sont capables de faire la même chose, en fait, parce que les deux reconnaissent le récepteur au virus, qui est présent sur toutes les cellules humaines, qui est un récepteur qui s'appelle ECA2, hein, c'est l'enzyme de conversion d'angiotensine 2. Et donc, quand cette protéine spike virale ou vaccinale se fixe sur ce récepteur, eh ben, il y a une gêne de la dégradation d'une hormone, qui est l'angiotensine 2, qui va suractiver un récepteur qui est très délétère et qui va être responsable des pathologies Covid. Donc, effectivement, bah, comme tu le dis, ça peut être des pathologies neurodégénératives, ça peut être des pathologies gastro-intestinales, cardiovasculaires, ça peut être de l'auto-immunité, et puis ça peut être le cancer aussi, des tumeurs. Oui, il y en a plein, c'est le préfacier Laurent Vinet qui est médecin, Oui, Laurent Vinet. qui parle de tout ce qui, vous l'avez dit, j'ai pu observer, il le dit, une augmentation des morts subites, des arythmies cardiaques, des infarctus du myocarde, des thromboses artérielles et veineuses, des accidents vasculaires cérébraux, des réactivations de virus dormants, etc., etc. Où on n'a pas entendu parler de Zonet et tout ça. On dirait parfois dans le livre que vous mettez sur le même pied d'égalité, entre guillemets, le Covid long et les effets indésirables du vaccin. Parce que d'un point de vue scientifique, c'est un peu la même chose. Oui, en fait, c'est la même chose. Ouais. Sauf que d'un point de vue, disons, presque anthropologique ou d'un point de vue de la manière dont c'était fait, on pourrait considérer, comme on disait au début, que, et là vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, que le vaccin aurait pu passer, comme dit notamment Martin Zizi et d'autres, comme une simple grippette, et qu'à ce moment-là, on n'aurait plus parlé de ces effets indésirables, puisqu'on aurait pu les contenir avec l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, l'azithromycine, le zinc, magnésium, vitamine D, mais que c'est surtout après qu'ils ont fait, que le mal a commencé à être fait avec la vaccination. Ouais, ce que je veux dire, Oui. c'est que... Mais c'est-à-dire que, bon, déjà, c'est vrai que il faut toujours dire, le SARS-CoV-2, c'est le virus. Les pathologies de la Covid-19, c'est l'ensemble des pathologies comme l'influenza et le virus de la grippe. Après, les mécanismes sont les mêmes. Mais le vaccin, Jean-Marc va y revenir dessus, est quand même beaucoup plus fort. Il y a les nanoparticules lipidiques. Donc, il y a quand même certaines différences. Mais du point de vue des mécanismes, effectivement, comme il vient de l'expliquer, la spike, qu'elle soit virale ou vaccinale, peut se fixer sur le récepteur ECA2. Elle fait la même chose, hein, ça a été même démontré. Hein, il y a même eu des documents de Pfizer qui ont fuité, qui montrent en fait que la protéine spike vaccinale, hein, donc celle du Comirnaty, hein, qui est le vaccin, enfin l'injection génique de Pfizer-BioNTech, était capable donc de reconnaître le récepteur ECA2. Et normalement, pour déjà être un bon vaccin, déjà, forcément, l'antigène ne doit pas être capable de reconnaître son récepteur. Pseudo-vaccin, comme vous dites. Pseudo-vaccin, parce qu'en fait, ça n'a rien d'un vaccin. Parce que déjà, il bloque pas l'infection, il bloque pas la transmission, et en plus, il est délétère pour les personnes qui le reçoivent. Donc, il a strictement rien d'un vaccin, qui doit être efficace, et puis il doit y avoir une certaine innocuité, justement, pour la personne qui va recevoir l'injection vaccinale. Oui, et puis vous parlez des mécanismes, des traitements prometteurs. Est-ce qu'on peut considérer un traitement prometteur de la même manière pour quelqu'un qui a un Covid long ou pour quelqu'un qui était vacciné? Oui, en fait, c'est la même chose. Alors, pour quelqu'un qui a reçu l'injection vaccinale entre guillemets, c'est un petit peu différent parce que quand on a une infection naturelle, il peut y avoir du virus résiduel. Hein, donc le Covid long peut être associé donc à la présence de virus résiduels. Alors pourquoi? Parce que le virus SARS-CoV-2 a une activité bactériophage-like. C'est-à-dire que c'est un virus qui est capable d'infecter des bactéries, notamment des bactéries gram-négatives qui n'ont pas de couche de muréine. Et donc le virus va infecter donc ces
ces bactéries. Nous, l'azithromycine, Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser un macrolide quand on a eu une infection au virus SARS-CoV-2, donc soit de l'azithromycine, soit de la clarithromycine, parce que justement, ce sont des substances qui permettent donc d'agir sur les bactéries qui potentiellement peuvent héberger le virus. Il y a quand même une différence avec le vaccin, c'est que pour le Covid, on peut pas parler de ce que vous dites, la rétrotranscription de l'ARN en ADN avec une possibilité de modification du génome, etc. Ça, avec si je comprends bien, avec le SARS-CoV-2 classique, ça peut pas se passer. C'est la vaccination. Ah si, non, il y a les deux. Ah oui, il y a les deux. Oui. Dans ce cas-là, l'intégration sera pas la même. C'est-à-dire que si c'est une rétrotranscription et une intégration à partir de l'injection vaccinale, à ce moment-là, ce qui va être intégré dans le génome, c'est ce qui va correspondre entre guillemets au gène codant pour la protéine spike. Quand c'est suite à une infection naturelle, à ce moment-là, c'est tout le génome viral qui est intégré. Et les données qu'on a à l'heure actuelle vont quand même dans ce sens. Hein. Le premier effet du vaccin, c'était comme, on pourrait pas même parler d'effet primaire, c'était le Covid en fin de compte. Oui. Tous ceux qui se vaccinaient attrapaient le Covid. Oui. Alors, développer une pathologie, parce que le virus, c'est le SARS-CoV-2, donc ils n'attrapaient pas, ils développaient des pathologies, mais c'était tout à fait connu, puisque quand ils ont présenté le produit Pfizer à la FDA, ils ont quand même présenté tous les effets indésirables, qui se confondent avec les pathologies Covid, si vous voulez. Il y a un tableau dans le Exactement, livre. Oui. C'est incroyable d'ailleurs, parce qu'il faut rappeler, on disait aussi en off, peu de médecins maintenant, d'après vos cercles proches ou même reconnaissent que le vaccin est toxique. Je veux dire que l'injection est toxique. Mais pourtant, il y a les documents de Pfizer, ils le savent, ils le savaient déjà en 2020-2021, qu'ils le mettent, myocardite, péricardite, tout est mis. Oui. Mais je crois que les médecins n'ont pas lu les documents. Je vais vous dire une chose. Par exemple, le plan de gestion de risque de Pfizer, et c'était la première fois Christine Coton qui me le faisait remarquer, puisqu'elle est la biostatisticienne, elle a eu accès à tous les documents, c'est ce qui lui a permis de faire son rapport sur la mauvaise méthodologie de l'essai clinique. Et donc, dans ces documents, il y a marqué « missing information » pour les femmes enceintes et les auto-aimants. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a vacciné. Alors, pourquoi il y avait missing information? Parce qu'il n'était pas dans l'essai clinique. Les femmes enceintes en sont sorties au départ automatiquement pour la protection de la femme et du fœtus. Et malgré tout, ils ont fait vacciner les femmes enceintes et tout le monde y a été. Les médecins y ont été. Des enfants. Il y a un bon exemple dans votre livre. Jusqu'à 6 mois. Hein. Et ils ont vacciné des enfants de 12 ans avec des doses adultes aussi. Oui, au début, tout d'un coup, alors que normalement, on calcule le poids, la taille. Par rapport au poids. Alors en fait, pour le Comirnaty, donc c'est le vaccin ARN messager entre guillemets de Pfizer-BioNTech. La quantité d'ARN messager injecté, c'est 30 nanogrammes pour la forme adulte. Et puis en fait, de 5 jusqu'à 12 ans. Donc 11 ans révolus, à ce moment-là, on injecte un tiers de la dose, qui fait 10 microgrammes. Et quand c'est un bébé, enfin de 6 mois jusqu'au début des 5 ans, à ce moment-là, la dose c'est le 10e, ce qui correspond à 3 microgrammes. Alors pour avoir une idée, c'est des doses faramineuses, parce que pour la dose adulte, 30 microgrammes d'ARN messager, ça correspond à 14 000 milliards de molécules d'ARN. Et pour le Spikevax de Moderna, qui injecte 100 microgrammes d'ARN messager, ça correspond à 47 000 milliards de molécules d'ARN. Tout en sachant que ces ARN messagers ont été modifiés et qui sont ultra stables. Ils n'ont rien à voir avec des ARN messagers classiques, parce qu'on entend toujours dire, mais les ARN messagers, de toute façon, c'est dégradé tout de suite, donc ils vont être traduits en protéines spike, et puis après ils vont disparaître, donc il n'y a pas de problème avec eux. En fait, c'est complètement faux. Libre à vous de consulter gratuitement la publication qui va suivre, mais si personne ne s'abonne, si personne ne fait des dons, il n'y aura plus de publication. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons continuer. Justement, ils sont extrêmement stables parce qu'ils ont été complètement modifiés. Ils ont été blindés en quelque sorte, justement, pour qu'ils soient très stables. Et quelque part, ils ont le défaut de leur qualité, c'est-à-dire qu'ils sont trop stables. Et normalement, pour un ARN messager, quand il y a un cycle de traduction de cet ARN messager, donc qui peut correspondre à la production de 4-5 protéines spike, parce qu'il y a plusieurs ribosomes qui peuvent se mettre sur le même ARN messager. Donc une fois que la ribambelle de ribosome passe sur cet ARN messager, normalement il y a un signal de dégradation de l'ARN messager.
Donc il est dégradé par des RNAs. Et là, ce qui se passe sur les ARN messagers vaccinaux, donc de Pfizer ou de Moderna, il n'y a pas cette dégradation justement. Il y a plusieurs cycles. En fait de traduction du même ARN messager. Et ces cycles peuvent être très élevés. Des bioinformaticiens japonais estiment que c'est minimum 20 ou 30 fois, mais que ça pourrait être 100 fois, ça pourrait être 1000 fois, parce qu'ils ont été tellement renforcés que finalement, on ne sait pas quelle est réellement leur durée de vie. Hein. En tout cas, ils font plusieurs cycles de traduction, donc c'est très délétère. En dehors du médecin, là, ça vous fait peur parce que moi, je parle souvent de la plus grande crise sanitaire, si on peut appeler ça comme ça. On pourrait même dire politique plutôt, ou la plus grande manipulation de l'histoire. Oui. Certains disent qu'il va y avoir une dépopulation gravissime, en tout cas les soins de santé qui étaient déjà en mauvais état en France, très mauvais état en Belgique aussi, mais je crois qu'en France c'est encore pire, vu le nombre de gens qui vont être malades, des maladies qui durent, ça va pas améliorer le système des soins de santé français. C'est tout à fait catastrophique. Moi j'ai un petit appartement dans le sud-ouest, ils doivent attendre des mois pour avoir un spécialiste. Alors à Paris, c'est un petit peu encore différent, mais les problèmes commencent aussi pour les généralistes et les spécialistes. Et effectivement, si on a un système de santé débordé, alors qu'on supprime des lits, on prend toutes les mauvaises décisions, je ne sais pas comment ça va finir. On voit déjà que les urgences, c'est catastrophique, il y a des morts. Et puis la pompe funèbre aussi. Voilà. Les pompes funèbres sont débordées. Ils mettent ça sur le dos de la grippe. Oui, et à chaque fois, ils remettent jamais en question les injections vaccinales. Hein, c'est un peu ils suivent le narratif et donc bon. C'est comme la baisse de la natalité. Ils parlent de tout sauf des injections. Mais ils parlent justement des Covid longs Donc on dirait aussi que la caste médiatico-politique utilise ce Covid long pour tout mettre dedans. Ils l'instrumentalisent aussi. Oui. Alors ils font quand même bien attention. Ils s'arrangent toujours pour dire que le Covid long ne peut pas être associé à une injection vaccinale. Pour eux, le Covid long, c'est systématiquement une conséquence en fait d'une infection naturelle. Bon, ce qui est complètement faux. Et on le voit d'ailleurs dans les associations de Covid long, justement, où on estime qu'il y a à peu près une personne sur deux qui a eu des sérieux problèmes après une injection vaccinale. Il y a un effet additif, puisqu'en fait, ça fait la même chose. C'est-à-dire que ça dérégule le système rénine-angiotensine, ça le suractive, et ça suractive un récepteur qui est délétère parce que il a des tas d'effets délétères. Ouais, vous voulez dire que si c'était contenté de l'infection, ils auraient eu un Covid long peut-être moins grave, mais quand ils ont rajouté là-dessus la vaccination et peut-être une deuxième, une troisième dose, chaque fois, chaque fois ça aggrave. Oui, ça aggrave, c'est de plus en plus délétère, et on sait pourquoi. On sait pourquoi c'est de plus en plus délétère, parce que quand on reçoit encore une dose, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés qui n'ont pas eu de problème, qui ont reçu des injections vaccinales, qui n'ont pas eu de problème. En fait, c'est parce qu'on a un système de régulation du système rénine-angiotensine. C'est-à-dire que quand il est suractivé par la protéine spike, on a un système pour le freiner. Donc ça a été identifié, il y a des récepteurs, bon, je ne vais pas vous les citer, mais il y a déjà 4 récepteurs qui ont été identifiés et qui freinent ce système. Là, ce qui se passe, c'est que pour des personnes justement qui sont carencées ou insuffisantes en vitamine D, qui a un frein du système rénine-angiotensine. Parce que vous dites que les deux sont le système rénine-angiotensine et la vitamine D sont sont couplés. Liés. Oui, c'est très très lié, tout simplement parce que en amont de la cascade délétère du système rénine-angiotensine, qui, je le rappelle pour les personnes, est responsable des fonctions autonomes justement rénales, pulmonaires, cardiovasculaires, qui contrôlent l'immunité innée, qui contrôlent tous les microbiotes. Ce système justement est dérégulé. Il est dérégulé. Et donc, il induit des tas de problèmes. Et vous avez justement les personnes qui ont déjà des comorbidités, par exemple, qui sont par exemple obèses, qui ont de l'hypertension, qui ont une maladie auto-immune, qui font du diabète de type 2, qui font l'intolérance au glucose, des personnes qui ont des tumeurs. Ces personnes-là ont déjà un problème avec le système rénine-angiotensine. Et les injections sont plus délétères pour ces personnes, justement, parce qu'elles ont déjà des problèmes. D'où les turbocancers, notamment? Voilà. Alors, les turbocancers, oui, parce que les turbocancers, il y a deux choses qui interviennent. D'une part, on a détecté la présence de milliards de molécules d'ADN
hein, dans les échantillons de vaccins. Alors, la moyenne, c'était 500 milliards de molécules d'ADN par échantillon. Et c'est monté jusqu'à 23 000 milliards pour les échantillons qui ont été testés. C'est-à-dire qu'il y a plus de fragments d'ADN que de molécules d'ARN dans certains échantillons. Donc là, il peut y avoir effectivement des effets très délétères de turbocancer qui vont être induits par la présence de cet ADN, d'autant plus que dans ces fragments d'ADN, il y a le promoteur du virus SV40. Bon, il est connu que c'est un promoteur oncogène, hein, qui provoque des tumeurs. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il y a le dérèglement du système rénine-angiotensine. Parce que ce système rénine-angiotensine, qui est ce système ubiquitaire qu'on retrouve dans tous les types cellulaires, hein, cellules nerveuses. Très peu, oui, on l'enseigne en première année de médecine. Quelques heures. Et quelques heures. Et puis, quand on est en première année de médecine, généralement, on n'est pas plus affûté, disons, pour bien comprendre l'intérêt de la chose. Et après, on l'étudie plus parce qu'en fait, les gens n'ont pas vu l'intérêt encore de ce système, hein, qui pour moi est le système maître du corps humain, c'est-à-dire il pilote tout. C'est pas le cerveau qui pilote tout, c'est le système rénine-angiotensine, parce que toutes les cellules cérébrales en fait sont pilotées elles-mêmes par le système rénine-angiotensine. Donc il y a cet effet délétère d'une part qui induit donc des cancers ou des turbocancers, qui sont des cancers à évolution très rapide. Justement, c'est dû donc à la présence de ces fragments d'ADN qui sont dus à la fabrication, hein, des ARN messagers, parce qu'on part d'un plasmide d'ADN, mais normalement on doit enlever tout ce qui est trace d'ADN justement après la fabrication de ces ARN. Et puis il y a le système rénine-angiotensine qui contrôle la différenciation et la multiplication cellulaire. C'est-à-dire que c'est lui qui contrôle la multiplication des cellules. Les phases de mitose sont entièrement contrôlées par le système rénine-angiotensine. Donc on voit bien que à cause de la protéine spike virale ou vaccinale, il y a une dérégulation de ce système, et donc cette dérégulation, elle peut être associée justement à une multiplication anarchique des cellules. Et la multiplication anarchique des cellules, ça provoque des tumeurs. Donc c'est un récepteur AT1R qui est un récepteur du système rénine-angiotensine, qui est suractivé par la protéine spike. Hein, puisque la protéine spike se fixe sur le récepteur ESA2, ça provoque une augmentation du taux d'angiotensine 2 qui suractive le récepteur AT1R. Et ce récepteur AT1R, donc il est pro-inflammatoire, mais il est aussi pro-angiogénique. Donc il favorise en fait la croissance des vaisseaux sanguins, et notamment il va alimenter les tumeurs en sang, hein, donc il va avoir un effet pro-tumoral, hein, il va favoriser le développement des tumeurs, et puis il va pouvoir aussi induire des tumeurs. Puisqu'il est pro-angiogénique, il est pro-oxydant, enfin, il a tout ce qu'il faut pour provoquer des turbocancers. Il y a plusieurs pages où vous expliquez tous les effets que ce système a sur le corps. Et c'est énorme, mais c'est aussi, on retrouve vraiment les effets secondaires c'est tous les effets secondaires du vaccin, en fait. Ah oui, mais les pathologies Covid, ce sont aussi les effets secondaires, en fait. Oui. Au final, c'est la même chose. Faut commencer par avoir un problème, une myocardite, c'est un effet secondaire, et une pathologie. Mais j'en reviens au début. Oui. On est d'accord, mais certains vous diront oui, mais si on avait eu des débats, hein, parce que vous dites aussi, c'est la science qui a été confinée aussi, pas uniquement les gens, le débat. Ah oui. Si on avait eu des débats, si on avait parlé de la vitamine D, de tout ce qu'on pouvait faire. D'ailleurs, on parlera du concept de perte de chance en médecine, tous ces gens qui n'ont pas été soignés, oui, il y aurait eu des effets secondaires, mais ça aurait été comme peut-être... Bien sûr, toute maladie infectieuse, vous savez, si vous avez plusieurs pathologies... Est-ce que la grippe donne des effets secondaires aussi, par exemple? Oui. Une grippe souvent comparable, hein, d'ailleurs. Oui, voilà. Oui. Donc c'est pas le même type de virus, hein, c'est les virus de type influenza, mais ça provoque aussi des symptômes qui peuvent être comparables aux pathologies de la Covid. Hein. Le concept de perte de chance, alors? Et alors moi, justement, avant de parler de ce concept, je vais parler d'un médecin belge. Je vais pas le citer parce que le pauvre a des ennuis. Avec l'ordre également. Il y en a beaucoup. Mais justement, lui nous avions discuté de cela, puisque lui a soigné une personne de 101 ans avec qui était infectée par le virus du SARS-CoV-2. Et cette personne, et donc il l'a soignée comme n'importe qui. C'est-à-dire qu'il lui a donné, je crois, de la clarithromycine, mais également des corticoïdes pour pas qu'il y ait la phase inflammatoire.
sans savoir comment ça pourrait aller quelques jours plus tard, puisque cette personne avait quand même 101 ans. Ouais, je crois qu'ils ont été le chercher à l'hôpital même. Hein. Non, Non, il c'est était pas chez lui. lui. Il était chez lui. Je crois que la famille avait presque appelé le curé, puisque c'était une famille, je crois, catholique. Ouais. Eh bien non, il a survécu, c'est-à-dire qu'il a été soigné comme n'importe qui, avec un traitement précoce. Et quelques jours plus tard, il allait bien. Enfin, cette personne n'est pas morte du Covid. Donc effectivement, il y a eu une perte de chance pour les gens à qui on a dit restez chez vous sans consultation clinique, parce que Prenez de Doliprane, hein. Ouais, Vous montrer à quel point ouais. c'était la chose à ne pas faire. Ouais, et puis on peut pas ausculter des ça... poumons, on peut pas ausculter des poumons à travers un écran. Donc la consultation clinique. Plutôt de l'aspirine. Oui, Et mais pourquoi pas de Doliprane? Oui, parce que le Doliprane, dedans, il y a du paracétamol, et ça interagit en fait avec le glutathion, qui est un tripeptide antioxydant qui est très très important ça, dans le corps humain. Les médecins qui suivent les ordres, ils sont mal formés, ils savent pas, ou bien Ils font confiance aux autorités aussi, et puis oui. Voilà, donc on leur dit de donner du Doliprane, ils prennent. Si vous voulez, si les gens avaient été soignés, on n'aurait pas du tout ce genre, enfin, tous les problèmes de Covid long, mais on ne fait pas de consultation par visio. On va voir les patients et moi je ne comprends pas c'est la peur qu'ont eu les médecins aussi de voir les patients, puisque c'est comme si c'est leur boulot. Ouais. C'est leur travail. Et je connais, enfin beaucoup de gens m'ont dit, les médecins nous disaient revenez quand ça sera fini. Non, mais c'est absurde, on voit un médecin quand on est malade, on le voit pas quand on est guéri, en principe. C'est complètement ridicule. Donc, oui. Est-ce que vous avez rencontré personnellement des médecins qui étaient dans le narratif, qui ont suivi, qui ont obéi, qui maintenant reconnaissent Vous en avez rencontré? Oui. 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 Ce serait intéressant de les interviewer. Oui. S'ils sont d'accord, parce que je pense que certains parlent, notamment Orthasie, d'une commission du pardon et de la réconciliation, comme en Afrique du Sud. C'est vrai que beaucoup se sont fait avoir. Moi, je pense que ceux qui reconnaissent maintenant et qui n'étaient pas au pouvoir, les gens doivent les comprendre, leur pardonner, mais ça serait intéressant de voir des gens parce que la manipulation était grandiose quand même. Je ne sais pas si vous avez vu Mark Van Rans, qui était au Chatham House à l'époque, qui est un think tank très secret d'habitude, et qui explique, en quelques mois avant le Covid, comment créer une pandémie médiatique. Ah oui. Donc il explique, voilà, il faut dire qu'il y a plus de morts que ce qui est vrai, que la vérité. Il faut en parler tous les jours, le matin, le soir. Et puis après, vous allez susciter la peur dans la population. Oui, puisque déjà, il faut faire la différence entre les morts... enfin les morts du Covid et ceux qui avaient des comorbidités. Bon, et puis il y a des gens qui ont été étiquetés morts Covid et qui n'avaient même pas eu le virus. Hein. Donc c'est complètement aberrant. Tout ça, enfin je pense que les historiens des sciences auront beaucoup de travail. Beaucoup. Oui, tout à fait. Puis les médecins souvent n'ont pas pu travailler parce que derrière, après, il y avait des sanctions de l'ordre des médecins, pour ceux qui utilisaient des traitements ambulatoires précoces. Donc, ils sont tous ennuyés, tous. Tôt ou tard. Je connais aussi un médecin dans le sud-ouest. Il a prescrit ivermectine, azithromycine à des centaines de patients. Il commence à 6 heures du matin, au moment de la période. À 65 ans passés. Il avait près de 70 ans, je crois. Et maintenant, il est ennuyé. Alors qu'il a sauvé des gens. Ah oui, il a sauvé des gens. Mais ce sont ceux qui n'ont pas fait leur travail qui n'ont pas de problème aujourd'hui. Ce sont ceux qui ont fait collaboré. Voilà. Et ce sont ceux qui ont respecté Hippocrate, qui ont pris des risques, qui ont beaucoup d'ennuis. Et c'est très dramatique. Hein. Il y a quand même des gens qui ne peuvent plus exercer, qui ont 40 ans. C'est tragique. Est-ce qu'en fin de compte, ça n'a pas toujours été un peu comme ça? Est-ce que on sait que les multinationales pharmaceutiques dominaient le marché depuis longtemps et que le Covid, ça, en fin de compte, signe l'apothéose d'un système complètement sclérosé, malade, où les intérêts financiers dominent? Ben oui, de toute façon, on voit bien dans tous les organismes, à l'EMA, au CDC, etc., puis à la FDA, on voit bien que les experts qui sélectionnent en fait les molécules ou les vaccins qui peuvent rentrer sur le marché, ils sont tous consultants plus ou moins des boîtes de Big Pharma, et donc voilà, c'est sûr que ça aide. Donc il faut passer un petit peu n'importe quoi. C'est un haut placé de la FDA qui a dit qu'il avait encouragé le vaccin Pfizer, je crois.
qui l'a clairement dit, vous en parlez dans le livre. Oui, oui. Oui. Oui, normalement, il n'aurait pas eu le droit de le faire, oui. Mais il y a aussi 2 personnes de la FDA en 2021 qui ont démissionné, Philippe Gruber. Je pense que là, à la 3e dose, il faudrait que je reprenne le dossier. Ils ont eu peur, ils sont partis de la FDA. Il y a aussi des gens qui ont témoigné en disant que c'était catastrophique ce qui s'était passé, qu'ils n'avaient pas pu abandonner leur poste, mais qu'ils n'étaient pas d'accord avec tout ce qui s'était fait. Mais qu'ils avaient des familles à faire vivre, enfin c'était... Ouais, ils ont toujours... Ouais. Ils ont dit aussi que c'était catastrophique parce qu'après les gens ne croiraient plus rien. Et effectivement, il y a une perte de confiance et cette perte de confiance-là, elle est aussi catastrophique. Oui, évidemment, mais elle est compréhensible. Oui. Oui. Mais si les choses s'étaient passées normalement, avec les données scientifiques, parce qu'on entend beaucoup dire que les anti-vax ou ceux qui sont contre les injections vaccinales à ARN messager contre le SARS-CoV-2 sont des anti-sciences. Mais en fait, si on regarde les données scientifiques, jamais ces injections vaccinales n'auraient dû être mises sur être réalisées. Hein. Oui, parce que c'est pas du tout la science, elle va pas du tout dans le sens justement dans un sens favorable aux injections vaccinales à ARN messager, parce que ça marche pas du tout. Hein. Il y a des tas de problèmes. Ouais. Une leçon à tirer aussi, c'est que quand les politiques veulent faire quelque chose rapidement, ils y arrivent. Et quand on pense à l'état de santé des Occidentaux, pour la plupart, qui sont en mauvaise santé, hein, je sais pas combien de pourcentage des gens, mais sont en mauvaise santé, voilà, on pourrait faire un plan européen, ou national en tout cas, pour améliorer l'immunité des gens, faire la prévention. C'est certain, hein. Il suffirait de supplémenter les gens en vitamine D. Hein. Déjà, il y a 80% des personnes qui manquent de vitamine D. Et la vitamine D, c'est vraiment la clé. C'est la clé du fonctionnement de l'organisme, hein, parce que justement, cette vitamine D, elle agit directement sur le système rénine-angiotensine et elle a que des effets très bénéfiques. Alors on la diabolise en disant que c'est très dangereux, que c'est très toxique, etc. Mais c'est faux en fait. Hein. Ça coûte pas assez cher. Oui, mais ça vaut pas cher, oui, la vitamine D. Et donc ça les intéresse pas, parce que si les gens étaient bien supplémentés en vitamine D, c'est-à-dire avec un taux de calciol par millilitre qui est supérieur à 50 nanogrammes, 4 millilités, oui, c'est 50 nanogrammes de calciol par ml, ce qui correspond, oui, peut-être à 4000 UI par jour pour une prise de vitamine D, quoi. Ça correspond à 100 microgrammes. De toute façon, même si on en prend plus... Ah oui, non, c'est pas gênant. On peut monter jusqu'à 100, hein. Je veux dire, l'hypervitaminose D, là où on commence à voir des effets secondaires de la vitamine D, c'est au-dessus de 150 nanogrammes de calciol par ml. C'est une dose qui est très difficile à atteindre. Et en fait, ces effets secondaires, c'est un dépôt de calcium sur les tissus mous ou l'apparition de calculs. En tout cas, ça peut pas être plus dangereux que le remdesivir. Ah oui. Oui. En tout cas, c'est bien moins cher. Hein. Qu'ils ont laissé passer alors qu'ils savaient très bien. Catastrophique. On en parlera aussi. Là, c'est du business. Hein. C'est clairement du business. Ouais, le Parlement, ils ont signé un contrat la Commission a signé un contrat d'1,35 milliard avec Gilead, remdesivir, alors qu'ils savaient que ça a fait des effets délétères et que ça ne servait à rien par rapport au Covid. Mais donc vous parlez de la vitamine D, mais il y a plein d'autres vitamines, les oligo-éléments, surtout pour les gens qui ont les des minéraux, effets voilà, il y a vitamine A, vitamine B, C, K, glutation. La vitamine K2, justement, quand on la prend avec la vitamine D, on n'a plus de problème potentiel d'hypervitaminose D parce que ça gère l'homéostasie du calcium. C'est-à-dire que ça empêche le calcium de se fixer sur les tissus mous, ce qui pourrait être un effet secondaire d'une très très forte concentration plasmatique de vitamine D, quoi, de calcidiol. Est-ce que vous avez subi des pressions je sais plus si on en avait parlé à... Oui, sans doute. Est-ce que vous êtes embêté par rapport à votre recherche de la vérité? C'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, ouais. Moi, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. J'ai rompu des liens, des liens avec des médecins, même des professeurs de médecine qui étaient à bout d'arguments et donc qui n'ont plus voulu discuter parce qu'en fait, ils n'avaient plus d'arguments. Quand on n'a plus d'arguments, il suffit de traiter l'autre de complotiste. Voilà, complotiste préventivement étant le mot valise qui ne veut plus rien dire, mais en fait c'est une inversion accusatoire extrêmement intéressante parce qu'un des premiers qui a traité les gens de complotistes, c'était Peter Daszak, d'EcoHealth Alliance, qui finançait, qui est un Américain, qui était financé par Anthony Fauci et qui lui-même finançait des gains de fonction à Wuhan.
Et quand on lui a demandé l'origine du virus, il a fait un article dans le Lancet avec 27 autres scientifiques pour dire que l'origine était naturelle et que les gens qui disaient que ça pouvait être des gains de fonction de laboratoire étaient des complotistes. Et on découvre aujourd'hui, là, il est prié de partir, il n'a plus de fonds, les fonds fédéraux ont été supprimés, et on s'aperçoit donc que c'était une inversion accusatoire, c'était peut-être le comploteur, c'est peut-être lui le comploteur, en tout cas. C'est établi, hein. C'est établi. C'est établi, hein, puisqu'il Oui. a soumis le programme Diffuse. C'était début 2018. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, il y avait donc Barack Obama qui avait interdit les gains de fonction. Après, Trump, avec son élection en 2017, fin 2017, en décembre 2017, il a réautorisé les gains de fonction. Et 4 mois après, justement, Fauci, qui dirigeait le NIAID, qui est une des 27 agences en fait du NIH, hein, c'est l'Institut américain de la santé, donc a financé le programme qui était proposé par Peter Daszak, qui était le patron d'EcoHealth Alliance. Et dedans, il y avait donc Shi Zhengli, qui est la sous-directrice du laboratoire P4 de l'Institut de virologie du Han. Et puis, il y avait Ralph Bari, qui était un professeur de virologie à l'Université de Caroline du Nord. Et donc, on sait même le coût, hein, ça a coûté 14,2 millions de dollars. Hein. Et en fait, il avait soumis sa demande à la DARPA. Et la DARPA, à l'époque, n'était pas autorisée, justement, parce que ces travaux militaires n'étaient pas autorisés à faire des gains de fonction, ce qui peut expliquer justement la présence de laboratoires secrets à l'étranger. Ouais, donc voilà. Les gains de fonction, vous êtes d'accord pour dire, parce que j'ai interviewé Didier Raoult qui a rejeté Oui, qui a dit que c'était une fantaisie. Qui m'a dit que c'était une fantaisie. C'est vraiment pas une fantaisie. Hein. Et puis les gains de fonction, ça existe, c'est pas nouveau, et j'ai même moi des informations, j'ai même vu des gains de fonction. Hein. Je peux vous dire, je peux donner même un exemple. Moi, quand je suis rentré dans mon laboratoire, je citerai pas le nom de la personne parce que ça la mettrait disons un petit peu dans le trouble. Mais moi, je connais personnellement quelqu'un qui est allé en postdoc à Fort Detrick aux États-Unis pour insérer le gène d'une toxine de scorpion mortel qui s'appelle AH2, qui est la toxine 2 du scorpion Androctonus ostracisector, dans une bactérie, hein, chez Escherichia coli. Dans quel but? Alors, le but, c'est donc, quand on insère un gène, justement, qui code pour une toxine animale mortelle, hein, puisque c'est une toxine animale très mortelle, hein, c'est la plus mortelle des toxines animales connues, ça veut dire qu'en fait, vous vous faites infecter par colis, par une bactérie, et vous mourrez comme si vous aviez été piqué par un scorpion tueur d'hommes. Voilà, donc c'est des manipulations. C'est sympa. Ça peut être du bioterrorisme. Hein. C'est-à-dire que ça date pas d'hier. Hein. Moi, je vous parle de ça, c'était les années 85. Hein. Donc voilà. Et j'ai moi-même. Donc la bactérie devient hôte du virus de la piqûre du scorpion, d'une certaine manière. Oui, c'est-à-dire en fait, on insère dans la bactérie l'information génétique qui va correspondre en fait à la toxine. C'est-à-dire que quand ce microbe va infecter un humain par exemple, une personne, à ce moment-là, quand cette bactérie va se mettre à produire ses protéines, elle va produire aussi justement de cette toxine de scorpion, qui normalement est produite par le scorpion et qui fait partie du venin de scorpion. Et donc, cette toxine, c'est la toxine 2 du scorpion Androctonus ostracisector, donc elle est extrêmement mortelle. Pour vous donner une idée, avec 1 milligramme, on tue 1 million de souris ou 400 personnes. Ah ouais. Moi, cette toxine, je l'ai fabriquée pour ma thèse. Hein. Je l'ai fabriquée chimiquement, par une autre voie. Là, c'est de la biologie moléculaire. Moi, je l'ai fait par voie chimique. 1 milligramme, 400 personnes. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ils jouent vraiment aux apprentis sorciers, non? Oui, ça a été de tout temps. Mais même moi, j'ai fait aussi des gains de fonction hein, avec des toxines. Moi, par exemple, y compris même un virus. Moi, j'ai fabriqué par exemple un peptide dérivé de la glycoprotéine d'enveloppe du VIH, dans lequel j'avais inséré un site furine. Un site furine. Alors là, c'était pas dans le but de dégommer tout le monde, c'était dans le but de neutraliser justement la furine, qui est une enzyme, pour bloquer l'infection du VIH
qui est capable d'infecter différents types de cellules, enfin les macrophages, les lymphocytes, donc toutes les cellules qui expriment le récepteur CD4, et puis aussi des cellules nerveuses et des cellules épithéliales qui expriment un autre récepteur qui est un galactosylcéramide. Donc c'est ce qu'il faisait à Wuhan en fin de compte. Wuhan, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais disons que dans les laboratoires de toute façon de très haute sécurité, comme des P4, etc., on manipule des microbes. Après, moi je sais pas trop ce qu'ils font dedans, mais c'est évident que... Vous qui avez travaillé là-dedans, c'est curieux que ça puisse sortir d'un P4 comme ça. Alors, est-ce qu'il est bien sorti d'un P4? Ça, c'est pas sûr, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui interpellent. Ce qui interpelle déjà, c'est que Trump ait rétabli les gains de fonction sur les microbes fin 2017. Ce qui interpelle aussi, c'est que il y a Moderna qui a déposé donc un brevet, donc c'était avant la pandémie, hein, c'était en 2018, je crois, qui a déposé un brevet justement sur un site furine. Hein. Donc ils ont déposé un brevet ils ont protégé 19 nucléotides qui correspondent à un site furine. Un site furine, donc pour les auditeurs, c'est un site qui va être reconnu par une enzyme qui s'appelle la furine. Si vous voulez, le virus, quand il interagit avec son récepteur, donc il se fixe sur son récepteur présent à la surface des cellules humaines, pour rentrer dans la cellule, il a besoin qu'il y ait une enzyme qui vienne couper sa protéine d'enveloppe. Donc c'est une étape qui s'appelle le priming. Et cette enzyme, ça peut être la furine, mais ça peut être la catepsine, ça peut être d'autres molécules, ça peut être la TMP-RSS2 dans le cas du SARS-CoV-2. Enfin bon, ça peut être beaucoup de choses. Et si vous voulez, cette furine là, elle repose sur un site particulier. Elle va reconnaître un site particulier sur une protéine. Vous savez, la protéine spike, c'est une protéine qui fait 1273 résidus d'acides aminés. Et ce que va reconnaître cette enzyme, elle va reconnaître 4 acides aminés, c'est-à-dire en fait 4 perles de ce collier de 1273 perles. Et ce sont des perles bien particulières. Normalement, il y a 20 types de perles différentes, et ce sont des perles, c'est un motif qui s'appelle RX, K ou R et R. Et donc, c'est une arginine, un acide aminé quelconque, une isine ou une arginine et une arginine. Et en fait, ce qu'a breveté Moderna, c'est un site furine qui est complètement atypique. C'est un site qui est RRAR, c'est-à-dire une arginine, une alanine et une arginine. Et ce site-là, justement, est reconnu par la furine. Et c'est le site qu'on retrouve intégralement dans la protéine spike du SARS-CoV-2, entre deux sous-unités S1 et S2 de la protéine spike. Donc déjà que ce motif se retrouve précisément entre ces deux sous-unités, déjà c'est très étonnant. Donc ça avait été breveté bien avant. Oui, et eux l'ont breveté, et en plus il se retrouve pas dans les autres microbes. Donc déjà ça veut dire que Moderna a breveté un site furine déjà qui est atypique, qu'on retrouve pas dans les autres virus, sauf le SARS-CoV-2. On le retrouve pas dans le SARS-CoV-1 de l'épidémie de 2002, on le retrouve pas dans le MERS-CoV de l'épidémie de 2012, mais bon, on le retrouve précisément dans le SARS-CoV de l'épidémie de 2019. Donc ça soulève quand même des questions, parce que là, bon, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand Peter Daszak avait soumis son dossier justement au début à la DARPA, quand on soumet une demande de financement, on doit décrire précisément ce qu'on va faire. Et ce qui a été décrit, c'était justement l'insertion d'un site furine dans une protéine spike de coronavirus de chauve-souris. Donc ça suggère, si je comprends bien, ça suggère une possibilité de planification. Ah oui, très clairement. À mon avis, oui, même plus que ça, oui. oui. Quand j'avais écrit là-dessus en 2021, ça a été très très difficile. Je me suis fait traiter de tout, de complotiste, bien évidemment. Et aujourd'hui, on sait que oui. Et vous avez des idées de, même si elles sont farfelues, d'où pourrait venir cette planification? On a parlé de la DARPA, on a parlé de... À mon avis, c'est très vieux. Oui. À mon avis, ça a des décennies. Hein. C'est quelque chose qui a été planifié. Les années 50. En tout cas, il y a un document qui a été déclassifié, je crois, qui date de 1974 avec Kissinger. Justement, il faut savoir que c'était le menteur justement du patron du World Economic Forum, hein, de Davos, Klaus Schwab en fait. Qui vient d'avoir lieu là. Ouais. Et donc 2000, oui, continuez.
Donc Kissinger? Oui, Kissinger, apparemment, dans des documents déjà en 1974, parlait éventuellement d'une dépopulation quand la population sur Terre arriverait aux 8 milliards. Et là, actuellement, on est à 8,2 milliards. Et donc 2008, c'est une tentative avortée? Un échec? Ça serait, SARS-CoV-1 et... Alors le SARS-CoV-1, oui, il n'avait pas le Citrurine. Non, ça c'est 2001, le SARS-CoV-1. 2008, Ouais, c'est la non, c'est grippe 2000. C'est la oui, c'est grippe 2000. rap avec 2008, c'est le... 2002. H1... Oui, là, tu parles du H1N1. Ouais, H1N1, c'est... Oui, le H1N1, oui. Ils- C'est influenza, oui. Ils ont Ouais. essayé, mais ça n'a pas pris, notamment... le rapport du Sénat français était excellent, d'ailleurs. Il est élu, à mon avis, par les patrons de Pfizer, Moderna et tout ça. Oui. Mais ils expliquent à quel point ils ont manipulé les médias. Vous parlez de 2008. Oui, de 2008. Ouais. Est-ce que Oui, 2008, avec c'est la une grippe A, tentative qui oui. n'a pas pris? Oui, je pense. Avec les 95 Fort possible, millions oui. de doses commandées par Ouais. notre ministre de la Santé de C'était l'époque. Bachelot. Absolument. Mais sauf que les gens n'ont pas eu peur. Les gens n'ont pas eu Les peur. médecins pouvaient soigner. Alors, ils ont bien dit que c'était le virus de la grippe espagnole. Et la grippe espagnole a fait 25 millions de morts. Mais ça n'a pas pris, ça n'a pas pris 2008-2009 et le virus est passé. Je pense que c'est une tentative avortée, oui. C'est passionnant, mais c'est évidemment effrayant. Alors 2025, comment vous voyez la suite? Bon, 2026 aussi, hein, en fin de compte. Dire la suite, parce qu'on est loin là, avec des gens qui ne sont pas du tout prêts à reconnaître, des gens au pouvoir qui ne sont pas du tout prêts à reconnaître leurs erreurs. Oui. Et donc qui risquent d'être virulents avec ceux qui leur mettent sous le nez ces mêmes erreurs. Comment vous voyez la suite? Moi, personnellement, je pense que c'est que le début de l'histoire, hein. Parce que là, ils sont en train de développer en fait des tas de nouveaux vaccins entre guillemets à ARN messager, donc qui développent beaucoup les ARN messagers auto-amplifiants. Qui n'ont jamais fonctionné, il faut le rappeler. Ils développent des transamplifiants et même des points quantiques de graphène. Alors les pires, à mon avis, ce sont les auto-amplifiants, hein, qui développent et puis qui sont déjà utilisés chez l'homme, hein, c'est-à-dire quoi, puisque depuis 2023, c'est utilisé au Japon. Ça a été accepté par les autorités sanitaires japonaises. Oui, c'est un vaccin auto-amplifiant contre le SARS-CoV-2, donc anti-Covid. Hein. Et ce qui est inquiétant, c'est que très récemment, il a reçu un avis favorable des experts de l'EMA, hein, donc l'organisme de la santé européen, et donc ça veut dire qu'il va être accepté en France. Il s'appelle le Costev. Et en fait, c'est exactement le même que celui qui est utilisé au Japon. Et ceux-là sont extrêmement délétères. Pourquoi? Parce que ce sont en fait des vaccins entre guillemets à ARN messager, mais on a introduit en fait dans ces ARN messagers une information génétique. Hein. On a une portion d'ARN qui provient d'un autre virus, qui est soit un flavivirus, soit un alphavirus. Et là, dans le cas du Costev, c'est le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et ils ont pris la portion d'ARN qui va coder pour un complexe réplicase. Un complexe réplicase, c'est un complexe enzymatique. Il y a 4 enzymes. Ce complexe réplicase permet de fabriquer de l'ARN à partir d'une matrice d'ARN. Ce qui va se passer, c'est que quand on injecte l'ARN messager auto-amplifiant, eh ben, le complexe réplicase qui va être produit, hein, qui va être actif, va copier le brin complémentaire en fait de cet ARN messager auto-amplifiant. Ce brin complémentaire, il va pas pouvoir être traduit en protéines, mais par contre, il va servir d'amorce pour la fabrication justement du second brin qui va être un brin complémentaire de ce brin néoformé. Et en gros, le risque, c'est qu'on va produire en permanence et de la protéine spike et du complexe réplicase. Et ces vaccins auto-amplifiants, ils sont déjà utilisés également, même en France, chez les canards. Ils ont été. Ah oui, c'est un vaccin de Ceva, hein, de Ceva, qui est donc un vaccin auto-amplifiant, qui est dirigé contre l'hémagglutinine H5. Hein, il y a des risques en mangeant le canard que. Alors oui, il y a des risques parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de risque, mais en fait il y a des risques. Bon, par exemple, Tiffaine Passol disait initialement qu'il y avait par exemple pas de risque parce que de toute façon les ARN sont très thermosensibles. Et donc en chauffant le canard, etc. Normalement, donc, ils sont censés être dégradés. Ne mangez plus de canard saignant. En fait, c'est plus vicieux que ça. C'est-à-dire que les ARN sont dégradés généralement à partir d'une température de 65 degrés Celsius. Mais ce qui se passe,
c'est qu'ils peuvent être beaucoup plus résistants que ça. Et il y a des données qui montrent qu'ils sont beaucoup plus résistants que ça. Notamment, il y a eu un article qui a montré qu'à 100 degrés, l'ARN messager pouvait tenir 10 minutes. Il y a un autre article qui montrait qu'un ARN messager pouvait être stable à 80 degrés pendant 65 heures. Donc il y a déjà une très grande thermostabilité. Ça va dépendre. Plus l'ARN est court et plus il est stable. Et plus il a des zones complémentaires et aussi plus il va être stable. Mais il y a un autre problème aussi, c'est que ce qu'on dit, c'est que de toute façon, même s'il n'est pas dégradé par la chaleur, de toute façon, dans l'estomac, le pH il varie entre 1 et 3. Il va monter jusqu'à 4 quand on fait un gène thérapeutique, mais à ce moment-là, il va être dégradé par l'acide, les acides gastriques. Et en fait, c'est pas vraiment vrai, parce que ce vaccin de Ceva, il a dedans des nanoparticules ferriques, il y a du squalène aussi dedans, et c'est thermorésistant, et ça peut protéger complètement donc cet ARN messager auto-amplifiant. C'est vraiment, comme disait Alexandre Ranco, les apprentis sorciers. Hein. Ah oui, c'est complètement les apprentis. Il n'y a pas un bouton stop pour arrêter tout ça? Alors, si, il y a un bouton stop, mais ce qu'il faut savoir aussi, oui, il y a un bouton stop possible. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même s'il était dégradé dans l'estomac, bon, il est protégé par les nanoparticules lipidiques qui vont protéger l'ARN messager. Donc, il peut ne pas être totalement dégradé. Mais en plus, quand vous mangez, par exemple, du magret de canard qui est rosé, vous le mettez dans la bouche. Donc, je veux dire, il est au contact des muqueuses buccales, il est après au contact du pharynx, de l'œsophage. Avant d'arriver justement dans l'estomac, il parcourt donc. Bientôt, il y aura des cartes au resto vaccinées à l'ARN, non vaccinées à l'ARN. Ça veut dire quoi, globalement? Ça veut dire qu'on peut avoir un complexe réplicase qui est fonctionnel. C'est ça que ça veut dire. S'il n'est pas complètement dégradé, il y a quand même. Il y a de quoi devenir un peu parano. Il y a de quoi devenir parano, d'autant plus qu'ils ont prévu à l'horizon 2030 de changer absolument tous les vaccins par des vaccins ARN messagers. Ouais. Et le bouton stop alors? Alors, on terminera avec ça. Moi, je pense que ça va arriver parce que ça va beaucoup trop loin, donc ils se durcissent, mais les gens ne se vaccinent plus. Oui, mais ils peuvent se faire piéger aussi par la nourriture. Par la nourriture. Oui, parce qu'ils vaccinent les animaux, entre guillemets, et puis après, les animaux sont mangés. Donc, en tout cas, et ils le font, on en parlera dans un autre débat. Peut-être qu'il y a la volaille. Pour atteindre le bouton stop, il faudrait peut-être la liberté d'expression d'abord, et ça, on en parlera dans... Pour le bouton stop, il y a qu'un moyen de le stopper, c'est avec des ARN interférents. Alors, ces ARN interférents, il y en a deux types. Il y a les micro-ARN et il y a les SI-ARN. Donc, les MI-ARN qui sont des micro-ARN et les SI-ARN qui sont des petits ARN interférents. Alors, les micro-ARN, ils sont codés par le génome. Dans notre génome, on a identifié 2000 gènes, en fait, qui vont coder spécifiquement pour des micro-ARN. C'est des tout petits ARN. Ils font entre 19 et 25. Donc, on pourrait dire il y a des antidotes. Oui, il y a des antidotes. C'est-à-dire que ces micro-ARN ou ces ARN SI, silencieux, des petits ARN interférents, ils vont se fixer, ils vont reconnaître une région qui s'appelle 3' UTR sur des ARN messagers qu'il faut rendre silencieux. Et donc eux, ils vont reconnaître spécifiquement ce domaine 3' UTR qui se trouve dans l'ARN messager. Et ça bloque, ça bloque la traduction ou ça coupe l'ARN messager. Si Emmanuel Macron mange du canard, on lui en donnera pas, ça c'est sûr. Oui. On continue. Oui. On continue parce que finalement le Covid c'était l'apéritif, il nous prépare tout à fait bien d'autres choses. Merci mais je pense Estelle que Fougère et Jean-Marc Sabatier. Merci à vous. Merci pour l'invitation. C'était passionnant, effrayant. Merci. Alors, on coupe, c'est bizarre, vous savez, d'habitude, on laisse tout le temps. C'est parce que là, on a en direct, on a une émission avec Virginie Joron et la salle est prête. Donc, de toute façon, on continuera avec Estelle Fougère et Jean-Marc Sabatier dans cette émission et dans d'autres à distance ou en présentiel, comme on dit. On y va.